Et encore une heure avec nous pour Proposition Bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Donc voici votre rendez-vous d'un mardi sur deux à 10h sur Style FM, la radio du Haut-Poitou. Je suis Clémence, médium et hypnothérapeute, créatrice de la Plume de Kimcha à Chabournay. Et dans cette émission, je vous propose un moment pour vous détendre, découvrir et peut-être laisser émerger un déclic. À travers les témoignages et les partages de mes invités, vous pourriez voir les choses autrement, ouvrir une nouvelle perspective, avoir envie d'expérimenter quelque chose de nouveau pour vous. On parle ici de pratiques douces et complémentaires pour aller mieux, médiumnité, hypnose, sophrologie, méthodes anciennes ou actuelles, tout ce qui peut nous aider à retrouver plus de paix, d'équilibre et de bien-être au quotidien. Chaque épisode est une invitation à un voyage intérieur. Je reçois des invités, praticiens, thérapeutes, passionnés, qui viennent raconter leur parcours et partager leurs expériences. Bien sûr, vous pouvez participer si vous souhaitez participer à suivre l'émission en direct sur stylefm.fr. Rubrique Regardez le direct, vous pouvez envoyer vos questions, vos témoignages ou simplement un message. Je vous lirai avec grand plaisir pendant l'émission. N'oubliez pas que, en cas de problème de santé, on consulte son médecin. Ici, on vous propose juste des pistes, des ressources, des idées à explorer pour prendre soin de vous autrement. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir à la radio Aziza Gerbi, naturopathe à Poitiers. Aziza est une personne profondément bienveillante, d'une grande douceur et très investie pour le bien-être de tous et particulièrement des femmes. Elle nous accompagne avec cœur et je suis ravie de la recevoir dans l'émission aujourd'hui dans les locaux de Style FM à Neuville-de-Poitou. Bonjour Aziza. Bonjour Clémence. Aziza, tu nous partages ton parcours personnel dans un premier temps pour Proposition Bien-être. Je te donne la parole ce matin. Merci Clémence. Alors, je suis, avant d'être thérapeute, je suis une femme dont le parcours s'est tissé entre deux rives. L'Algérie où je suis née et la France où je me suis construite. Je viens d'une famille profondément aimante où la spiritualité faisait naturellement partie de notre quotidien. Oui, la spiritualité faisait partie de ta vie. C'était quelque chose de naturel. Oui, parce que toute mon enfance, en fait, j'ai vu ma grand-mère maternelle couper le feu, ou mon grand-père maternel aussi qui dialoguait avec ses guides. Et c'était naturel pour nous, en fait. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai grandi dans cet environnement où l'on respectait l'invisible autant que le visible. Et la spiritualité n'était pas un concept, c'était une présence, une évidence. D'ailleurs, quand j'étais au lycée, je tirais des cartes pour mes copines et ça défilait tous les week-ends à la maison, jusqu'à même, je dirais, jusqu'à plus de mes 20 ans en fait. Oui, c'est quelque chose qui t'a permis d'avoir un pied dedans, comment expliquer? C'est quelque chose qui te parlait et qui te permettait d'entretenir cette spiritualité. Pour toi, c'était important. Parce que moi, en fait, pour nous là-bas, cette spiritualité, en tout cas dans ma famille, elle est naturelle, quoi. Oui. C'est pas un scoop, en fait, quand on parle de spiritualité, quand on parle des entités ou les guides, c'est avec des termes différents, bien sûr. C'est pas un scoop, c'est naturel. On vit avec, on grandit avec. Donc, quand on dit on est spirituel, c'est pas vraiment un scoop pour nous, c'est normal. Oui, d'accord. Voilà. Et tu parles de tes études, et par la suite, tu faisais quoi? Parce que tu ne dirais pas que des cartes aux copines. Ah non. J'étais très bonne élève, je dirais. J'aimais bien les études. Et après mon bac, je me suis dirigée vers l'enseignement.
J'ai intégré l'école normale pour devenir professeur de français en langue étrangère, et un métier que j'ai exercé pendant 5 ans avec passion. Et pourquoi cette orientation? Pourquoi professeur de français? J'aimais beaucoup en fait lire, écrire, et j'ai eu des professeurs, que ça soit au lycée ou à l'école normale, qui nous ont fait aimer en fait la littérature. Et j'étais passionnée par ça, donc j'écrivais régulièrement. Et puis c'était une évidence pour moi en fait. Par rapport peut-être aux origines. Par rapport aux origines, parce que moi je suis née dans une famille mixte. Ma grand-mère était française. Forcément, ma mère était aussi binationale, française et algérienne en même temps, et on parlait que français chez nous. Oui, d'accord. On parlait arabe en fait au quotidien avec notre père, avec notre grand-père, mais avec ma grand-mère et ma mère en fait, c'était surtout avec ma grand-mère, c'était français. Oui. On parlait français. Oui, donc il y a bilingue. Oui, et voilà, donc, de naissance. De naissance. D'accord. Très très bien. Et puis à la suite de ces études, donc tu travailles 5 ans en tant que professeur de français. Ça doit t'apporter quand même quelque chose de formidable, hein, cette expérience. C'est la transmission. La transmission d'un savoir, la transmission de quelque chose qu'on a envie de partager en fait. Oui, d'être déjà auprès des gens, des personnes pour les accompagner dans l'apprentissage. Oui. J'étais dans un collège, dans un quartier défavorisé. Donc j'ai vu quand même les enfants qui avaient envie de s'en sortir, d'étudier. Je les ai aidés, même la condition de la femme là-bas. Les filles, si elles n'arrivaient pas en fait à progresser dans leurs études, les parents arrêtaient leurs études. Oui. Donc moi, c'était presque un défi pour moi en fait, d'aider ces filles en fait, de réussir. Oui, c'est comme si aujourd'hui, avec le recul, c'était même un passage obligatoire pour ta vie et ton chemin. De toute façon, moi, je me devais, ne serait-ce que pour ma mère, je me devais de réussir au niveau de mes études. Parce qu'elle n'a pas eu la chance en fait de faire des grandes études. Elle lisait en fait, elle a fait des études quand même jusqu'au BEPC de l'époque et elle savait lire et écrire. Mais elle n'a pas pu aller plus loin. Non. Oui, à l'époque, il y a eu la guerre d'Algérie, tout ça, donc elle n'a pas pu. Oui. Donc c'est une forme de revanche pour la lignée familiale. Je pense. Je peux le revendiquer. Oui. Par la suite, il me semble que tu pars en France. Oui. En 89, je suis arrivée en France. Et je me suis mariée. Et j'ai eu la joie d'accueillir mes 3 enfants. Ils sont grands là maintenant. Et je suis mamie depuis hier. Oui, félicitations. Merci. Bienvenue au club. Oui, merci beaucoup. Ça fait drôle en fait. Et parallèlement à ma vie de famille, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que bibliothécaire. Sachant que quand on arrive en France avec mon bagage, en fait, mes certificats ou mes diplômes d'enseignante n'étaient pas en fait reconnus ici en France. Donc j'ai laissé tomber et puis j'ai trouvé un emploi en tant que bibliothécaire. Et puis j'ai travaillé pendant 25 ans en bibliothèque universitaire. Et ce travail, toi qui aimais lire, était une férue d'écriture, je pense que ça a dû t'apporter quelque chose, en tout cas, une nouvelle expérience. J'ai commencé en fait mon expérience de bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France, dans une annexe à Sablé-sur-Sarthe. Et c'était fabuleux parce qu'on travaillait sur des fonds anciens qu'il fallait numériser.
Et c'était fantastique en fait de découvrir les anciens livres dans cette annexe en fait où on restaurait les livres anciens. C'était vraiment une très belle expérience. Oui, celle-ci te nourrit même spirituellement? Alors, comment dire? Quand j'ai commencé mon travail de bibliothécaire, j'ai commencé à la Bibliothèque nationale de France, dans l'annexe de Sablé-sur-Sarthe. Et là, en fait, sachant que la spiritualité est innée chez moi, en fait, elle est là depuis toujours. Et j'ai eu une expérience un petit peu particulière quand j'arrive à Sablé-sur-Sarthe. Pendant plusieurs nuits, j'ai rêvé en fait d'une personne, d'une femme qui était habillée en fait d'une manière un petit peu bizarre, avec des vêtements en lambeaux. Elle n'était pas propre en fait sur elle, et elle me demandait en fait de la sortir de là. Moi, je ne comprenais pas, et c'est un rêve qui était récurrent. Et je la voyais vraiment au-dessus de moi quand j'allais m'endormir en fait. Et je demande au gardien en fait du château en fait. Je lui demande s'il y avait une séquestration dans ce château. Il m'a dit écoute, moi je ne peux pas t'en parler. Oui, je peux te dire oui, mais tu demandes à ton chef. Lui, il connaît l'histoire du château. Donc je vais voir mon chef et je lui raconte mon rêve en fait, ce que je vivais la nuit. Et puis il m'a dit, il m'a montré les poils qui se hérissaient en fait. Et puis il m'a dit je t'emmène quelque part. Il m'a emmené dans un couloir où il m'a montré juste un cadre, un tableau accroché au mur. Et je revois cette femme. Oui, avec un portrait de cette femme. Je me suis mise à pleurer parce que j'ai compris. Il m'a dit c'était la duchesse qui était mariée avec ici dans ce château. Et puis la mère de son mari en fait ne la supportait pas parce que c'était un mariage d'amour. Oui. Et elle n'était pas trop d'accord. Donc, elle a eu 2 enfants avec cet homme. Et puis, la mère, en fait, sa belle-mère, comme elle ne la supportait pas, elle essayait à tout prix, en fait, de lui trouver des raisons pour l'éjecter, en fait. Et le mari tombe malade. Il paraît qu'il y a eu même des suspicions en fait d'empoisonnement. Enfin... Ouais, voilà, des choses un petit peu bizarres. Et c'était donc il est tombé malade et elle en a profité en fait, la belle-mère, avec le prêtre, le curé de l'époque en fait, avec qui ils étaient amis. Et elle s'est arrangée pour enfermer cette duchesse dans une aile du château et on lui a retiré ses enfants. Et quand le mari est mort, on l'a complètement éjectée du château et elle est morte en fait quelque temps après par le chagrin parce qu'elle n'a pas pu revoir ses enfants dans une rue en bas du château en fait. Et elle a, en fait, le rêve que je faisais, elle me demandait de la sortir de là, en fait, c'est comme si elle était encore enfermée, son âme était restée encore enfermée dans ce château. Donc moi, intuitivement, naturellement, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit voilà qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle n'a plus rien à faire ici, ses enfants ne sont plus là et qu'il faut qu'elle aille vers des sphères les plus lumineuses pour elle. Et c'est là que pour moi, à ce moment-là, c'était naturel. C'est plus tard que j'ai compris que j'ai fait spontanément un passage d'âme. Et c'était naturel pour moi, en fait. C'était pas un scoop ou voilà. Et comment c'est lorsqu'on fait son premier passage d'âme, alors ? Eh ben, je n'ai jamais eu peur parce que quand on parle de passage d'âme aujourd'hui autour de moi, les gens ils ont peur que les entités s'accrochent à elles ou quoi que ce soit. Moi, je pars du principe qu'une entité qui a besoin de notre énergie pour l'aider, donc tout se fait mais dans la bienveillance et dans l'amour. Moi, je n'ai pas eu peur et c'était évident pour moi de l'aider.
Je me suis dit, elle est venue à moi. Donc c'est à moi de l'aider, je vais lui expliquer ce qui se passe. Si elle accepte de partir, ce sera tant mieux pour elle. Si elle n'accepte pas, je chercherai un autre moyen. Et puis finalement, ça s'est fait en fait. Et je n'ai pas eu ni de peur, ni de me dire voilà, est-ce qu'elle va s'accrocher à moi? Non, j'ai pensé juste à l'aider en fait. Ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je propose qu'on fasse une pause musicale. On se retrouve tout de suite après Gaëtan Roussel. Je reste là sur Style FM. C'était à nous. Je croyais que c'était encore à Adam. Nous sommes de retour à l'antenne sur Style FM. Je suis Clémence, toujours pour Proposition Bien-être en compagnie de Aziza Gerbi, naturopathe à Poitiers. Aziza, c'est ton expérience personnelle qui te mène peu à peu au thérapeute que tu es aujourd'hui. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais te raconter en fait par l'élément déclencheur. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. C'est quoi l'élément déclencheur qui m'a poussé en fait à aller vers cette voie-là de la thérapie. Quand j'étais bibliothécaire, tout a commencé en 2008. À l'époque, un collègue me parle de sophrologie qu'il utilisait pour ses problèmes d'acouphènes. Et ce mot m'intriguait et très vite, un événement personnel me ramène à cette piste. En fait, quand j'avais 15 ans, j'étais témoin de la chute tragique d'une jeune voisine du 8e étage. Et pendant 30 ans, ce choc est resté actif en moi, se manifestant par des cauchemars incessants pendant 30 ans. À chaque fois que j'allais m'endormir, je voyais que je tombais. Oui. Et ça me faisait peur. Et alors j'ai décidé d'essayer la sophrologie. J'ai fait 2 séances avec le sophrologue de mon collègue. Et ce traumatisme qui m'accompagne depuis des décennies, en fait, c'est littéralement désactivé en 2 séances uniquement. Et plus aucun cauchemar. Et à cet instant, je me suis dit, si une technique pouvait transformer quelque chose aussi ancré, alors le corps possédait un pouvoir de guérison que je voulais absolument comprendre. Oui, parce que petit aparté, jamais tu ne t'étais retourné vers une quelconque pratique pour ce trauma-là? Non, mais je ne savais pas qu'on pouvait. À l'époque, j'étais pas dedans du tout. Oui, ok. J'étais pas en fait dans ces thérapies. Oui. Je me suis dit c'est un truc que je vais avoir à vie, point barre quoi. Oui. Donc, d'accord. Et quand j'ai découvert ça, alors là, c'était vraiment le point de départ. D'accord. Et c'est là que j'ai demandé à ce sophrologue si ça le dérangeait de me donner les coordonnées de son école. Ouais. Et par la suite, en 2009 et 2010, je me suis formée à la sophrologie et l'hypnose. Oui. Et tout en étant initiée, en fait, je me suis initiée aussi aux deux premiers degrés de Reiki. Ouais. Et quand même, ça t'a apporté quelque chose, que ce soit le Reiki ou la sophrologie, ça y est, t'étais dedans, t'avais vraiment cette envie. Comment ça s'est déclaré en toi exactement parce qu'il y a eu le déclic. Oui. L'élément déclencheur, la sophrologie. Mais pourquoi vers le Reiki? C'est ce côté corporel, énergie du corps. La sophrologie, l'hypnose agissait au niveau du subconscient. Oui, voilà. Je me suis dit, il y a une autre part de nous qui a besoin d'être aidée, le côté énergétique. Oui. Je ne pensais pas encore à tout ce qui était spirituel. Pour moi, la spiritualité, elle est innée. Donc, pour moi, j'avais pas à chercher quelque chose de spirituel. Donc je cherchais quelque chose d'énergétique qui pouvait aider justement à aller rééquilibrer, parce qu'on parlait à l'époque de chakras. Je découvrais en fait tout ça. Voilà, c'est ça. Et le Reiki en fait a ouvert encore plus grand ma spiritualité en fait. Oui. M'a ouvert encore plus grand les canaux et ma médiumnité est devenue encore plus forte. Oui, c'est un tremplin. Voilà. Ouais. Mais par contre,
j'ai senti que le Reiki ne suffisait pas à répondre à ce que je percevais intuitivement. C'est-à-dire ? C'est comme s'il me manquait en fait une approche plus profonde, quelque chose de plus structuré, qui soit capable d'aller au cœur et en profondeur par rapport à la problématique ou le blocage énergétique. Et tu as trouvé ? Et pendant 2 ans, j'ai cherché, jusqu'à ce que je tombe sur un blog d'une thérapeute qui parlait de la trame. La trame, quelque chose inconnu, quoi. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Oui, les auditeurs non plus, peut-être. Donc, qu'est-ce que la trame ? J'ai été vraiment attirée par la trame et je me suis même pas posé la question si j'allais tester ou pas. Ça m'a parlé direct et je me suis dit, j'y vais. Il restait une place à la formation en 2012 quand j'ai entamé les formations, mon cycle de formation, et j'y suis allée. Et franchement, moi, la trame a transformé ma vie. Et c'était le déclic. En fait, la médiumnité, elle était vraiment... C'est le deuxième déclic qui va te lancer, quoi. La médiumnité s'est ouverte encore plus fort. Et puis, pour vous raconter ce que c'est la trame, en fait, c'est une technique qui a été créée par Patrick Borenstenas. Dans les alchimiste. Alchimiste physicien, dans les années 90. Et cette trame, en fait, elle va agir sur notre corps, pas seulement physique, mais nos différents corps en simultané. Donc, sur notre corps physique, il existe une trame qui ressemble à la trame d'un canevas, un quadrillage quantique. Sur ce quadrillage, normalement, en fait, ce quadrillage, il est propre. Quand on arrive au monde, il est propre. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, dans notre vie, dans notre environnement, l'éducation, tout ça, on va vivre des émotions qui vont créer, en fait, des cristallisations. Ces cristallisations vont créer des nœuds aux intersections de cette trame. Donc, l'énergie ne passe plus librement et la trame n'est plus cohérente. Donc, la technique de la trame, elle va décristalliser ces nœuds, libérer la trame fluide, l'énergie. Voilà, libérer la trame de ces blocages et l'énergie repasse librement. Le but, en fait, c'est de rendre cette trame cohérente et que la personne retrouve un équilibre et que la personne retrouve son essence profonde. Il y a un équilibre vibratoire qui se fait. La personne est libérée de ses gènes, même physiques parfois, même physiques, parce qu'il y a plein de problématiques qu'on vit au quotidien qui viennent par des émotions qui sont cristallisées. Donc la trame, elle permet justement de rendre aux personnes, en fait, leur entité initiale, en fait. Et c'est comme un reset d'ordinateur. Exactement. Comment on appelle Oui, c'est un reset. C'est un reset, ouais. D'accord. C'est vraiment un reset sur notre système de fonctionnement énergétique et spirituel. Parce que la trame, elle va plus loin, en fait, que ce qu'on pense. C'est-à-dire on peut en savoir un peu plus. Moi, tu as suscité ma curiosité. Alors, qu'est-ce que je peux te raconter ? En fait, déjà, quand tu arrives au cabinet pour une trame, tu restes habillé. Donc, il y a 16 gestes qui sont codifiés. Oui, c'est des points sur le corps. C'est des points sur le corps qu'on va toucher. Voilà, et en fait, ils sont posés de manière chronologique. On ne peut pas faire, par exemple, le point 3 avant le point 1, par exemple. Oui, donc, c'est une méthode. C'est une méthode. Il faut suivre la méthode, en fait. C'est une méthode. C'est pas un truc voilà, qu'on peut changer ou adapter à ce qu'on ressent. Donc la trame, elle vous... pardon, je perds ma voix. Oui, tu peux voir si tu souhaites. Oui, je perds un petit peu ma voix. Je suis passionnée. Merci aux auditeurs de Style FM de nous écouter. Merci à vous. Si vous voulez partager vous aussi, vous pouvez sur stylefm.fr, rubrique Regardez le direct. Vous nous verrez
Voilà, donc la trame, elle libère les émotions cristallisées, elle dissout les blocages, elle réharmonise en fait la circulation de l'information dans tout notre être. Et elle nous reconnecte à notre axe et à notre juste vibration. Oui, c'est vraiment la méthode qui s'adapte à la personne, c'est-à-dire quand on parle d'équilibre, c'est l'équilibre de la personne. De la personne, parce que la personne, quand elle vient, moi je leur dis, je les préviens, je leur dis, en fait, moi, je n'ai pas la main dessus. Moi, je vous fais la trame. C'est votre corps et votre âme qui vont décider l'ordre de priorité à mettre en place pour votre équilibre. Donc, moi, je donne la trame. La personne reçoit et je leur dis de noter tout ce qui leur semblera inhabituel sur 3-4 semaines. Et parfois, c'est des tsunamis que vivent parfois les personnes. Tu as une anecdote à nous raconter ? Alors, la toute récente. La toute récente. Je vais pas la nommer de toute façon. Oui. Voilà, donc la toute récente, c'est une personne qui a vécu en fait souvent à l'étranger, et elle travaillait à l'étranger, elle gagnait bien sa vie et tout, et elle se marie avec un monsieur qui la rabaisse, qui lui pique tout son fric. Elle l'a suivi, elle a quitté son boulot dans lequel elle s'épanouissait, elle a quitté son boulot pour le suivre à Poitiers. Elle vient à Poitiers et c'est la descente aux enfers. À ce moment-là, elle découvre que cet homme l'a trompée. Donc elle quitte son boulot où elle était bien, elle vient à Poitiers, elle est quittée et elle trouve un travail qui lui plaît pas vraiment, mais c'était alimentaire, il fallait qu'elle travaille. Et elle se retrouve dans un petit vraiment T2, quoi. Donc elle était aisée, cette personne, et elle avait une grande maison. Oui, la descente aux enfers pour elle, quoi. Voilà. Donc elle vient à la première séance. Et quand elle a trouvé son deuxième boulot, là, le boulot, elle était harcelée aussi. Pendant 13 ans, harcelée à ce travail. Quand elle vient la première fois, elle vient pour les troubles hormonaux. Donc, ok, on va travailler là-dessus. Et je lui propose quand même, parce que mon intuition me dit, elle a besoin d'une trame, plus que de régler son problème hormonal aujourd'hui. Il y avait une priorité. Donc, je lui propose la trame. Donc, je la revois 6 semaines après. 6 semaines après, même plus que 6 semaines, 2 mois après, c'était la fin août. Elle était en congé tout le mois de septembre et elle revient me voir au mois d'octobre. Donc, début novembre même. Et elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma vie est un tsunami, j'ai besoin de comprendre. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, j'ai perdu 20 kilos sans rien faire. Sans changer, en fait, j'ai changé mon alimentation, j'ai rééquilibré mon alimentation. D'elle-même, parce qu'elle en a eu besoin. Il y a eu le déclic, 20 kilos en 2 mois. C'était pas le but. Et elle me dit, je retourne à mon travail après mon congé, mes collègues ne me parlent plus. Tous ceux qui me harcelaient ne m'adressent plus la parole. Je lui dis, c'est deuxième victoire. Première victoire, le poids, c'était pas le but. Deuxième victoire. Et 3-4 jours après sa reprise, elle décide de démissionner. Elle avait peur. Elle démissionne. Qu'est-ce qu'elle va retrouver comme travail après ? Elle démissionne. Et la rupture conventionnelle a été acceptée en 5 jours. Oui, alors que normalement c'est plus long. Ça peut aller. Donc je lui dis 3e victoire. Et elle me dit, attends, c'est pas terminé. Je lui dis, vas-y, continue. Et elle me dit, le soir même où j'ai démissionné, quelqu'un qu'elle a connu, qui était stagiaire dans l'entreprise où elle était, elle l'a vue, elle l'a connue, elle a sympathisé avec elle, elle lui a promis que quand elle montera son entreprise, elle fera appel à elle parce qu'elle a besoin de quelqu'un comme elle pour travailler avec elle. Elle l'a appelée, elle lui dit, voilà, je t'attends. Pour travailler avec moi, c'est très bien. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est très bien, c'est pour te libérer pour moi. Et cette personne lui offre un poste de secrétaire de direction.
un truc qu'elle n'a jamais espéré, quoi. Ouais. Donc voilà, donc je dis que ça peut changer une vie. Mais c'est vraiment je dirais le summum de ce que peut faire la trame. Peut-être que la trame peut faire encore plus, hein. Mais franchement, en fait, moi, ça me fait penser à ce elle met de l'équilibre dans notre vie. Tout ce qui ne nous convient plus, c'est plus possible. Elle ne touche pas seulement la personne, mais son environnement aussi. Son environnement, parce qu'on monte en vibration. On monte en vibration, notre vibration change, notre environnement doit changer aussi avec notre nouvelle vibration. Oui, tout à fait. Et donc la trame nous permet d'ouvrir le champ des possibles, nous permet d'ouvrir en fait, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Parfois, on est dans une relation, on est dans un travail qui ne nous plaît pas, mais on reste par confort. Ouais. C'est tout. Mais par contre, quand on reçoit une trame, la trame, elle va dire, le corps ou l'âme, elle va dire, en fait, ils vont dire, non, ça c'est pas pour toi. Ça vibre plus. Ça vibre plus. Pour qui tu es aujourd'hui. Donc la trame, elle permet de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, elle pousse à sortir de sa zone de confort. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que la trame reste vraiment le socle de mon cabinet, en fait. Parce que la trame, elle transforme. Même si je suis naturopathe, la trame reste vraiment une base importante. Bon. Moi, je conseille de la faire, j'ai expérimenté. Maintenant, je conseille aussi de rester avec nous pendant cette pause musicale. On revient tout de suite après Superman Lover. À tout de suite sur Style FM. Nous sommes de retour à l'antenne sur Style FM. Je suis toujours Clémence et toujours pour Proposition Bien-être en compagnie de Aziza Garbi, naturopathe à Poitiers. Aziza, nous avons parlé de la trame, du Reiki, de la sophrologie. Il est temps d'évoquer la naturopathie. Oui, après la trame, j'ai ressenti le besoin d'associer cette approche énergétique, vibratoire, à un outil plus physiologique et naturel, qui est la naturopathie. Donc j'ai mis 3 ans pour trouver vraiment l'école qui résonnait pleinement avec mes valeurs. Et lorsque je l'ai enfin trouvé, en fait, j'ai pris une décision courageuse. J'ai quitté mon poste de bibliothécaire universitaire pour me consacrer entièrement à ma formation et à mon cabinet qui était déjà officiellement ouvert en 2014. Oui, j'ai suivi. La formation, c'est quand même long et fastidieux, donc il faut avoir du temps. 3 années de formation en naturopathie, puis j'ai enchaîné avec un degré supérieur de naturopathie. Et progressivement, mes consultations se sont orientées vers les troubles féminins. Parce que je recevais des femmes avec des troubles, par exemple le SPM, le SOPK ou la fertilité. Et puis, de plus en plus de femmes avec des problèmes hormonaux en fait plus complexes, comme la préménopause, la ménopause ou la thyroïde. Et aussi la résistance à l'insuline. Et c'était une évidence pour moi de me spécialiser dans cette direction. Pour moi, accompagner une femme ou un homme avec des troubles hormonaux ne peut pas se limiter juste au corps physique. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble alimentaire, pour moi, énergétique. on n'est pas qu'un corps physique. Donc, et dans ma pratique holistique, j'ai besoin de comprendre le sens, les racines profondes de ce qui se cache derrière un symptôme. Car pour moi, on ne tombe pas malade par hasard. J'ai alors poursuivi en fait mes formations parce que j'avais besoin d'aller encore plus. Oui, parce que l'envie de se spécialiser déjà auprès des femmes, c'est ça ? Oui. Donc je me suis spécialisée dans les problématiques de la femme, la préménopause, la ménopause, la thyroïde, la résistance à l'insuline, avec des médecins, avec des écoles spéciales en fait qui font que ça. Et puis, comme j'avais besoin d'aller chercher le sens
du trouble. Oui. Donc je me suis formée aussi à la psychogénéalogie énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie énergétique? En fait, la psychogénéalogie énergétique va travailler sur l'arbre généalogique de la personne, sur les transmissions, l'héritage transmis par le transgénérationnel qui impacte la vie de la personne aujourd'hui. Et quand on parle d'énergétique, parce que on va y mettre dans nos protocoles de psychologie énergétique tout ce qui est spirituel en fait. Ça peut être l'hypnose, ça peut être le reiki, ça peut être tout ce qu'on sait faire. Tout ce qu'on sait faire en énergétique, on va l'utiliser dans cette psychogénéalogie. D'accord. Et ça permet justement de débloquer des situations et surtout en fait d'aller chercher les loyautés invisibles, les mémoires familiales qui influencent aussi nos hormones. Parce que parfois, il y a des répétitions de schémas dans certaines problématiques de santé. Et notre système nerveux aussi. Et donc nos choix sont parfois aussi influencés aussi par le transgénérationnel. Les croyances. Ben, bien sûr. Et quand on a tous ces outils-là, par exemple l'hypnose régressive, la trame, quand on a cette médiumnité, ça nous aide à aller vraiment contacter les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques, pour aller justement chercher d'où ça a commencé et ça appartient à qui. Parce que parfois on porte des choses qui nous appartiennent pas. Donc on est là juste par loyauté à reproduire certaines choses, mais justement avec la psychogénéalogie on comprend. À reproduire certaines choses qui avec le temps, pour ma part, je vois que c'est parce que la personne est capable aussi de le conscientiser et donc de le libérer. Mais bien sûr, on est le but c'est vraiment le but c'est de libérer cette mémoire. Le but c'est de libérer, mais avant de libérer, on va comprendre d'où ça vient. Et quand on a compris d'où ça venait, aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être puisque ça ne m'appartient pas. Je me libère, je rends à mes ancêtres leur histoire, parce que sans ce n'est jugement, pas sans jugement, avec bienveillance et amour, et on fait justement des protocoles de coupure en fait, de liens de souffrance, de liens de loyauté, ces répétitions qui nous appartiennent plus. Et ça rentre en fait dans mes accompagnements. Moi, j'accompagne de manière globale. Je ne fais pas vraiment une séance de psychogénéalogie. J'en fais. J'ai des personnes qui viennent juste pour la psychogénéalogie énergétique. On travaille sur les blocages, et d'autres personnes en fait qui viennent en naturo, mais je vais décortiquer quand même. Il y aura quand même un point à aller voir par-ci, par-là, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Oui, parce qu'on a cette faculté en plus avec notre médiumnité de pouvoir capter, de se dire mais oui, mais ça le problème j'entends, mais ça vient de là. Mais donc bien sûr. Le chemin. Étant médium, ma médiumnité, elle me sert beaucoup dans mes consultations. Parce que les personnes, quand elles rentrent dans mon cabinet, elles ne viennent pas toutes seules. Elles sont souvent accompagnées de guides ou des défunts avec qui il y a eu une histoire à régler. Donc à ce moment-là, moi je leur explique, je leur ai dit voilà, je ne sais pas si vous êtes prêts ou prête à entendre ce que j'ai à vous dire, mais je vais vous le dire. Où ça résonne maintenant, où c'est une graine que je sème, et puis après, peut-être qu'on se reverra à un autre moment, quand ce sera juste pour vous, quoi. Voilà, le bon moment, Ça va être l'heure de la conclusion, Aziza, déjà. Alors, déjà, oui, bon. Alors, ce que je peux juste vous dire, c'est que aujourd'hui, mes accompagnements sont un véritable tissage. La naturopathie, la trame, travail énergétique, lecture en fait du terrain, spiritualité, la compréhension de l'arbre familial. Toutes ces séances sont souvent surprenantes parce qu'on va là où la vie nous appelle. Mes séances ne sont pas structurées à l'avance.
Moi, j'ai besoin de rencontrer la personne et je laisse vraiment venir ce qui doit venir au jour J, à l'instant T. La personne arrive avec un problème et ensemble, on va explorer son histoire, ses besoins, ses blessures, mais aussi sa puissance, ses potentiels. Oui, moi, j'ai besoin de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Et à partir de là, en fait, on met des objectifs à atteindre et atteignables surtout, et pour retrouver du sens, libérer l'énergie et réharmoniser le corps et l'esprit. Parce qu'on n'est pas seulement un corps, on est des êtres multidimensionnels, donc on a intérêt de prendre toutes ces dimensions en compte en même temps, en simultané. Ouais. Et y aller pas à pas, et y aller d'où l'importance d'avoir ces facultés. Et dans tout ce que je fais, la trame reste la fondation, le socle vibratoire qui soutient chaque transformation. Oui, parce que c'est un outil énergétique qui vient équilibrer le travail conscientisé. De toute façon, peu importe la problématique avec laquelle on vient me rencontrer, la trame fera partie du protocole d'accompagnement. Peut-être pas à la première séance, si on ne vient pas spécifiquement pour la trame, mais la trame, elle sera, sauf si la personne refuse. Oui, j'ai eu des personnes qui ont refusé par peur de ne pas assumer ou d'être à la hauteur de la transformation qui les attend. Elles ne sont pas prêtes. Et ça, je respecte. Bien sûr. Merci Aziza. Merci Clémence. Merci beaucoup pour l'acceptation à mon invitation. Merci beaucoup pour ton invitation de toute façon. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir et qu'on puisse parler de ce magnifique outil qu'est la trame et de ton parcours en général. Merci, merci, merci. Merci beaucoup Clémence pour ta bienveillance, pour ton amour. Franchement, je me sens vraiment en confiance avec toi et merci pour cette expérience. Merci. Chers auditeurs, je vous invite à donner vos impressions et vos témoignages sur le site stylefm.fr où vous retrouverez le podcast de l'émission dès aujourd'hui dans la rubrique podcast, ainsi que toutes les infos d'Aziza, comment et où la contacter pour un rendez-vous ou suivre toutes ses actualités. Nouveauté également, retrouvez le podcast vidéo sur la chaîne YouTube de Style FM. Si vous souhaitez me contacter pour venir à l'émission ou prendre un rendez-vous bien-être, c'est au 06 65 67 08 00. Je suis ravie de votre écoute et de pouvoir vous guider vers plus de joie et de bien-être. En attendant, on se retrouve le 16 décembre pour une nouvelle proposition bien-être spéciale fête de fin d'année cette fois-ci sur Style FM toujours. En effet, lors de cette émission, j'aurai le plaisir de vous faire gagner de superbes cadeaux offerts par mes invités présents pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres. C'était Clémence. À bientôt sur Style FM. Style FM, la première radio du Haut-Poitou. C'est 25 500 auditeurs chaque semaine avec plus de 180 interviews, 400 événements soutenus et des jeunes formés aux médias. Votre radio locale fait vivre le territoire au quotidien. Vous aimez Style FM? Soutenez-nous en devenant mécène, que vous soyez particulier ou entreprise. Votre aide permet de continuer cette belle aventure et en plus, votre don est déductible d'impôts. Faites votre don sur stylefm.fr, #don ou par chèque à l'ordre de Style FM aux 3 places Aristide Briand, Neuville de Poitou. Style FM, la radio du Haut-Poitou, proche de vous, et grâce à qui cette belle émission peut exister. Bye bye les amis.